Benvenuti a tutti a Yoga Pyjama, il posto di dove capisci il yoga. Je le dis mieux en italien, voilà. Donc bienvenue à Yoga Pyjama, l'endroit où tu comprends le yoga, tu piges le yoga. Aujourd'hui on va pratiquer, on va faire une séance pour aller se diriger tranquillement vers l'espace du cœur, Anahata Chakra. Euh, c'est pour moi un lieu important, un espace énergétique important. Je crois comprendre que c'est un point de jonction en fait entre soi, l'ego, ce à quoi on s'identifie habituellement, le nom, le prénom, le genre, etc., etc., la nationalité, la culture, la religion ou la non-religion, peu importe, et quelque chose qui nous dépasse, mais quelque chose dans lequel on peut s'inclure. Alors, il y aurait une première étape avant de s'inclure, de se fondre totalement dans ce grand tout, et ce serait de vivre cet espace-là en soi. Et cet espace-là vécu en soi, ce serait le lieu du cœur. Anahata Chakra, donc milieu poitrine. Anahata, ça veut dire le non frappé, et ça fait allusion à un son qu'on entendrait à l'intérieur de soi, et qui ne serait pas le produit d'un son extérieur, et donc qui ne serait pas frappé, comme une cloche. Il y aurait un son comme ça qui durerait sans cesse, et ce son-là, ce serait le son du cœur, une possibilité de méditation, une possibilité d'être en lien avec le cosmos aussi, ou comprendre qu'on en fait partie. Euh, alors, ce qu'en dit Satyananda, c'est que il y a les deux choses, mais comme souvent au niveau énergétique, ça peut être l'emprisonnement émotionnel, être le sujet de ses émotions, dans le sens d'assujetti. Et je crois que la plupart d'entre nous, on sait comme ça peut être compliqué de se libérer des émotions, de ne pas se laisser emporter par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et d'ailleurs, parfois, une émotion positive nous emmène, si on regarde bien les choses, à quelque chose qui ensuite ne sera pas forcément positif. Le temps évoluant et ce qu'on a projeté sur le monde étant peut-être un petit peu différent de ce qui est réellement le monde. Et donc ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que une fois cette anahata libérée, c'est la possibilité de toutes les choses dans la réalité. Et on parle d'un arbre. Alors je vais vous dire où ça se trouve. Le nom de cet arbre dans la tradition indienne. Alors, les tantras, donc les textes tantriques dont dépend aussi le hatha yoga, je l'ai déjà évoqué, affirment qu'à l'origine d'Anahata se trouve l'arbre exaucant les souhaits, qui est connu sous le nom de Kalpataru ou Kalpa Vriksha. C'est toujours du mal à le prononcer, vous savez, comme la posture Vrikshasana. Quand cet arbre commence à apporter des fruits, tout ce que vous pensez ou souhaitez devient réalité. Et je vais vous lire un petit conte à ce sujet-là. Ça me semble sympa. Une belle histoire est souvent racontée pour illustrer ce point. Un voyageur fatigué et assoiffé s'était assis sous un arbre. Il se mit alors à penser à un ruisseau clair et entendit immédiatement un filet d'eau couler près de lui. Après avoir bu, il lui vint l'idée qu'un peu de nourriture pourrait satisfaire sa faim. Elle se matérialisa également. Puis, sentant la fatigue, il pensa qu'il aimerait bien se poser. Un beau lit lui apparut et il s'y endormit. Cet homme, insensé, ne savait pas qu'il était venu se reposer sous l'arbre exaucant tous les désirs. Quand il se réveilla le soir, le soleil était déjà couché et il faisait nuit. Il se leva et cette pensée lui vint à l'esprit. Oh, il fait terriblement sombre. Les tigres vont peut-être venir et me manger. C'est ce qu'ils firent. Je trouve ce petit conte savoureux parce que ça parle de la volonté au sens de je veux. Et tant que le mental, alors je le montre ici le mental, mais certainement qu'il est un peu partout,
et pas purifié. Quand on n'est pas bien au clair avec soi-même, on peut vouloir un peu n'importe quoi et aussi des choses négatives contre soi. On va immédiatement commencer la pratique si vous voulez bien. Ah oui, une petite dernière chose, qui est une chose importante. Pourquoi Anat est pour moi important? Parce que je crois avoir compris, quand je dis je crois avoir compris, c'est que j'ai repéré plusieurs pratiques qui ne sont pas forcément dites clairement, mais qui permettent d'amener ça ici. Donc c'est tout à l'heure ce que j'évoquais, c'est la rencontre de soi puis de quelque chose de plus large, qu'on appelle Akasha. Akasha c'est l'espace du cœur, mais c'est aussi l'éther, c'est-à-dire la substance du vivant pour les Indiens. Le cosmos, moi je dirais ça comme ça. Mais il y a autre chose, c'est que quand l'énergie descend au niveau du lieu du cœur, elle passe par d'autres centres. Ces autres centres sont le centre du mental et puis un centre ici, Vishuddhi ou Vishuddha, de purification. Et qu'est-ce qu'on fait descendre dans le cœur en fait? Qu'est-ce qu'il est intéressant de faire descendre dans le cœur? De dissoudre, je vais encore plus loin, dans le cœur, c'est la pensée. Quand on est plein de pensées agitées dans le mental, plein de doutes ou de capacité à se tromper produits par la pensée, alors il faut se retrouver dans un lieu où les choses deviennent claires. Et ce lieu-là, c'est le lieu du cœur. Alors imaginez ça, une énergie qui n'a rien à voir avec l'homme et qui a tout à voir avec l'être humain. C'est-à-dire une énergie qui dépasse de loin l'être humain et qui l'englobe, qui descend à partir de Sahasrara, qui rencontre le mental avec toutes ses pensées, qui, ici, si tout va bien, trouve un mental purifié, on purifie les choses. Et on va se déposer, dissoudre tout ça dans le cœur. À ce moment-là, c'est la pensée qu'on va dissoudre dans le cœur, mais c'est aussi l'ego qu'on va dissoudre dans le cœur. L'ego avec tous ses travers. Et on va se retrouver, en fait, dans un état premier. C'est bien pour ça qu'Anat Chakra m'intéresse vraiment. Et puis une dernière chose, pour renouer avec notre culture et notre civilisation, vous le savez peut-être, mais le terme cœur et courage ont la même racine. C'est la même étymologie. C'est-à-dire que pour avoir du courage, il faut avoir du cœur. Et ça, c'est une belle idée, ça me plaît bien. On y va ensemble. C'est parti pour des petites choses assez simples. Alors, vous allez commencer par vous retrouver au sol, comme à chaque fois, en Shavasana, pour évaluer, prendre conscience du corps en contact avec le sol. Voyez si le corps vous paraît un peu de guingois, de travers. Voyez aussi les endroits qui se déposent bien au sol. Et comme à l'habitude, essayez d'entrer dans votre séance par cette porte du non-jugement. Je crois d'ailleurs que c'est la seule porte d'entrée dans la pratique du Hatha Yoga, le non-jugement. Quand vous êtes entré par cette porte, rencontrez l'observateur en vous. Et à partir de l'observateur, regardez ce qui vous compose, c'est-à-dire le corps en partie. Le corps vous compose en partie. Essayez d'accepter toutes vos limites. Les limites inhérentes à votre taille, votre poids, votre forme, et puis les limites inhérentes également à vos douleurs, à vos crispations, à vos tensions. Là, il s'agit des limites corporelles. Intégrez aussi, reconnaissez aussi vos limites mentales. Peut-être votre impatience, peut-être votre envie de bien faire, de réussir, peut-être votre complexe d'échec, etc., 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 etc. Dites-vous que toutes ces formes-là sont des formes changeantes. Plus ou moins rapidement, une émotion varie plus vite que la taille d'un être humain, mais la taille d'un être humain varie aussi au fil des décennies. Relativisez tout cela. Soyez l'observateur, soyez l'observatrice.
Et puis on va ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains, un genou dans chaque main, les coudes écartés. Et puis on va faire des petits ronds tout simples. Expire, les genoux partent loin du nombril. Expire, les genoux viennent contre le nombril. C'est l'inverse. Et inspire, les genoux partent loin du nombril. Prenez conscience du massage du bas du dos. En même temps que les genoux effectuent des ronds. Et dans l'autre sens. Et on va se reposer au sol. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Et certainement, ça aura déjà modifié le ressenti du corps au sol. Peut-être que vous allez retrouver immédiatement ce lien entre le sacrum coccyx dans le tréma de la colonne vertébrale, posé peut-être à plat déjà grâce à ce massage, et puis en lien avec l'arrière du crâne, lui aussi posé solidement au sol. Si vous avez pratiqué les séances précédentes, vous savez que vous êtes en contact avec Svadhisthana et Bindu. Svadhisthana, le chakra qui se situe dans le coccyx, et Bindu, le chakra qui se situe à l'arrière du crâne. Ça peut évoquer des choses pour vous peut-être. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol. Laissez-les s'enfoncer dans le sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol et la respiration devient yogique complète. Elle monte à l'inspire, dans le dos, peut-être que vous la sentirez ici, conscience des tensions du dos. Elle redescend à l'expire, et là je dépose le dos au sol, je dépose les tensions du dos au sol. Puis quand c'est le moment, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, les genoux remontent, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Puis vous allez déposer les genoux à droite, le visage à gauche, genou à droite, visage à gauche. Et reprendre les coudes du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration remonte dans le flanc à gauche, conscience des tensions dans l'épaule gauche. L'expiration redescend, j'essaie de relâcher. Je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite.
puis je vais remonter sur une inspiration, genou, visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge le haut du buste, de droite et de gauche. Puis je vais redérouler la colonne vertébrale au sol, les épaules, le crâne. Nuque étirée, menton rentré. Et me retrouver au sol. Bras le long du corps, épaules basses. Et je reste à l'écoute des effets de la posture, du corps en contact avec le sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, souffler. Alors, il nous faut continuer à préparer ce qu'on va retrouver en fin de séance, l'assise. On est plus ou moins habitué, donc on va passer par une posture qui va ouvrir les épaules et puis en même temps les hanches. Posture très simple, en X. Ça s'appelle aussi croix Saint-André. Vous savez, quand la croix n'est pas plantée comme ça, mais qu'il y a les deux bouts de la croix qui sont plantés dans le sol et puis les deux autres bouts qui partent comme ça en diagonale vers le ciel. Alors, on se retrouve donc en croix Saint-André, c'est-à-dire jambes écartées, pieds écartés, on envoie les bras au-delà de la tête. Si jamais vous avez des soucis d'épaule et que le coude est décollé du sol, n'hésitez pas à redescendre le bras sur le côté, même si vous n'êtes pas tout à fait en croix Saint-André, ce que je vous demande, mais vous n'êtes pas, votre corps n'est pas obligé d'obéir à ce que je demande, ça c'est important. Et la pratique va pouvoir se faire parce que ce qui m'intéresse ici, c'est l'épaule et la hanche, et donc on va pouvoir quand même la ressentir. Si tout va bien pour vous, bien, vous prenez une belle croix Saint-André et tout va bien. Vous allez inspirer en ressentant du pied droit, en remontant par le nombril vers la main gauche, conscience des tensions dans mon épaule gauche, et sur l'expiration, redescendre vers le pied droit, essayer de libérer les tensions dans l'épaule gauche. Alors si vous avez pratiqué les autres séances et que vous êtes un peu sensible, mais dans le bon sens du terme, en capacité de ressentir les choses finement, alors vous allez tout de suite percevoir quel chakra, quelle roue énergétique sont pris en compte dans cette posture. Il y a un moment donné dans la posture, quand on pratique régulièrement ces exercices à propos des chakras, des sensations qui naissent et on comprend que la posture est dédiée à tel ou tel chakra. Et donc du coup là on vit la posture un petit peu différemment. Ça n'empêche pas dans le corps physique de relâcher l'épaule gauche en l'occurrence. Ça n'empêche pas non plus de prendre conscience du saut du souffle d'une narine à l'autre. Et puis on passe de l'autre côté, on va inspirer en ressentant des orteils du pied gauche jusque dans les doigts de la main droite, puis expirer en ressentant des doigts de la main droite vers le pied gauche. Au passage, conscience des tensions de l'épaule droite que je vais essayer de libérer.
puis on va plier les coudes, ramener les bras le long du corps, rapprocher les orteils, les pieds, pardon, les talons l'un près de l'autre et reprendre, retrouver la posture de Shavasana. On portera bien entendu une attention particulière au niveau des hanches qui se sont ouvertes. Alors, au passage, on peut prendre conscience de Svadhisthana, donc le point qui est sur le pubis, au-dessus des organes génitaux. C'est cet endroit-là qui était sollicité dans la posture, cet endroit énergétique. On prend conscience des épaules. Est-ce qu'elles sont ouvertes ou pas, plus lourdes, mieux déposées au sol ou pas. Et puis on peut prendre aussi conscience d'Ajna Chakra qui a été stimulé par la respiration alternée qui se faisait naturellement. Donc ça commence à devenir intéressant de prendre conscience de tout un tas d'éléments qui nous composent dans la posture. Que ce soit au plan physique, ouverture des épaules et des hanches, que ce soit au plan énergétique, Svadhisthana et Ajna Chakra. Il faut bien entendu que le mental se soit tu, qu'il ait cessé de causer, de blablater, pour pouvoir entendre tout ça. Puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va entrecroiser les doigts, sauf les index qui pointent, serrer les jambes l'une contre l'autre, les talons collés, les orteils tirés vers les tibias, vers soi. Puis inspire, j'envoie les bras au-delà de la tête, alors là où c'est possible. Parfois on est à 50 cm du sol, c'est pas grave. Ou alors les mains collées au sol si tout va bien. J'inspire ici. Et dans l'expiration, je tire sur les mains, je pousse avec les talons. Je vais tirer toute la colonne vertébrale. Alors, l'inspiration qui suit, le ventre est un peu plus serré. Expiration, deuxième. On voit la suite, je tire un peu plus sur les bras. Détendez bien les épaules. On va essayer d'étirer au maximum les épaules. Et on ramène les bras. Expire, si les doigts sont encore entrecroisés, pas besoin de plier les coudes pour protéger les épaules. Les mains entrecroisées, doigts entrecroisés, créent un point de force qui va soulager les épaules. Mes épaules sont basses, mes paumes de main tournées vers le ciel. Je peux recaler un petit peu le bassin, me poser un peu plus sur le sacrum, les épaules, le haut du dos, l'arrière du crâne, nuque un peu plus étirée. Et ça commence à prendre du sens, cette colonne vertébrale, ce dos. On sent peut-être un peu mieux la fonction du dos qui est un point d'appui de tous les organes vitaux. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Quand on s'assied, on peut à nouveau s'étirer. En Konasana, en posture de langue, ça fait toujours du bien à toute la face arrière du corps. Alors, la suite du programme. On va faire une petite série sur les épaules
Parce que vous l'avez compris, si on veut libérer le lieu du cœur, il faut que ça soit plutôt décontracté à ce niveau-là. Et que la poitrine s'ouvre surtout. Donc, pour que la poitrine s'ouvre, il faut relâcher les clavicules, les articulations des épaules et les omoplates à l'arrière. Et dès que les épaules partent en arrière, alors ça ouvre le lieu du cœur. Hein. Ça, c'est une évidence. C'est d'ailleurs un rapport qu'on peut faire entre l'espace du cœur et puis la relation au monde ou la place qu'on prend dans le monde. La place étant ça. Hein. Est-ce que je m'oppose au monde? Est-ce que je m'ouvre au monde? Est-ce que je suis un peu fier ou quoi? Il y a un tas de choses qui peuvent se jouer et qui ont un écho dans le mental, ou dont le mental produit une posture. Donc là, on commence à avoir du sens par rapport à cette histoire à la fois de mécanique, énergétique, corporelle et mentale. Il y a des choses qui se goupillent ensemble. Euh, Pardon. La suite, c'est une pratique très simple de mouvement. Alors il y en a plein qui concernent toutes les parties du corps, qui s'appelle Pavan Mukta Asana, produite par Satyananda, donc le monsieur dont je tire les informations et la théorie, la science d'ailleurs, à propos des chakras. Il a aussi mis en œuvre, alors je ne sais pas si c'est dans la tradition, ou je ne sais pas comment exactement ça s'est passé, mais il a produit des petits mouvements comme ça, il a publié ça, notamment si on a des gros soucis de santé, donc c'est vraiment intéressant. Pavan Muktasana, ça veut dire les postures qui libèrent les vents, c'est-à-dire les énergies. Alors, c'est tout simple, on part ensemble, soit vous êtes assis sur vos talons, en Vajrasana si tout va bien pour vos genoux, vos chevilles, vos hanches, soit vous posez vos fesses directement sur le tapis, puis vous allongez vos jambes devant vous. Vous avez même le droit de mettre un petit coussin sous les fesses qui va permettre de redresser le dos. Soyez le plus confortable possible. La pratique c'est ça, je vais tendre les bras devant moi avec les paumes de main tournées vers le ciel, j'inspire ici. Expire, j'amène les mains, le bout des doigts sur les épaules. Inspire, je tends les bras. Expire, le bout des doigts sur les épaules. Simplement ça. Et puis je vais ouvrir les épaules et je continue. Inspire, les bras se tendent. Expire, je ramène le bout des doigts sur les épaules. Et maintenant je vais faire des ronds avec les épaules ou avec les coudes. Là, un petit détail intéressant, c'est que à un bout il y a un coude et à l'autre bout il y a l'épaule. Et ça fonctionne vraiment ensemble. Dans un sens et puis dans l'autre. Et là vous en faites expérience. Si vous bougez largement les coudes, et plus vous les bougez largement, plus vous allez mettre les épaules en action. Prenez conscience qu'une épaule tendue, par exemple, c'est peut-être un coude qui est mal positionné, comme au sol, quand on l'a vu tout à l'heure. Si le coude est décollé du sol, forcément l'épaule ne pourra pas lâcher prise. Faites des liens comme ça dans le corps pour aider la pratique et pour libérer le corps. Le dos des mains reviennent sur les cuisses. Et à ce moment-là, on se met à l'écoute des épaules, des articulations des épaules. Si jamais vous avez des grosses douleurs des épaules, au niveau des épaules, essayez d'aller voir au-delà de la douleur. Alors quand je dis au-delà, je le dis mal. Essayez au contraire d'entrer dans la douleur. Ne restez pas à la surface. Allez voir à l'intérieur. Parce que la douleur, elle est le produit de quelque chose qui est avant. Elle est un effet. Allez voir la cause. Qu'est-ce que j'entends par cause? Essayez d'aller voir là où ça se situe exactement. Essayez de ressentir exactement ce qui se passe. Même si vous êtes incapable d'en avoir une image, même si vous êtes incapable de l'exprimer verbalement,
essayez d'avoir ce ressenti direct, cette perception directe. Si vous avez des soucis d'épaule, je vous conseille ardemment ce petit exercice tous les jours, voire matin et soir. Ça prend 3 minutes, montre en main. Si vous ne faites pas l'exercice et que vous avez mal aux épaules, vous faites une semaine ou deux, ou quelques jours, et puis vous arrêtez, vous laissez tomber. C'est qu'il y a quelque chose mentalement en vous qui veut avoir mal aux épaules. Alors, c'est pas que vous voulez avoir mal, mais c'est qu'avec les épaules, vous exprimez quelque chose. Vous avez une posture mentale vis-à-vis de vous-même ou du monde, et du monde, que vous ne voulez pas changer. Ou qu'il n'est pas possible de changer. Hein. On n'est pas en train de se juger ou de se fouetter. C'est qu'il y a une impossibilité. Et donc, à ce moment-là, c'est l'impossibilité qu'il faut regarder avant de voir la pratique. C'est tout un processus. Et l'impossibilité, il faut la regarder avec une grande bienveillance. Parce qu'elle va nous renvoyer des limites très fortes. Et personne n'aime être limité. Une limite, c'est souvent considéré comme une faiblesse, une fragilité. Et on n'a pas envie de se reconnaître faible ou fragile. Eh bien, on a raison. Dans ce cas-là, il faut regarder cette limite comme une humanité. Et là, ça nous grandit. Alors, on peut s'étirer, je ne sais pas si on l'a déjà fait, et on va passer au reste. Je parle beaucoup des épaules parce que je pense que c'est quelque chose de très important, les épaules. Quelque chose, un espace où on peut trouver beaucoup de... Un espace thérapeutique en fait. Un espace où on peut se guérir. Alors, il y a un élément qui est essentiel, un outil qui est essentiel, pardon, pour la suite, c'est la chaussette. Voilà. Ce qu'on va pratiquer, c'est Gobukasana, la posture de tête de vache. Et vous allez pouvoir voir pourquoi c'est une tête de vache, parce que ça tire un peu beaucoup sur les épaules. Alors, la posture, on pourra la prendre toujours en Vajrasana, donc assis sur les talons, ou assis au sol directement. Et puis, n'hésitez pas, je le répète, à prendre un petit coussin de petite épaisseur. Du coup, on pourra mieux basculer le bassin pour redresser le dos. Hein. Quand on est assis sur une épaisseur, pas directement au sol, si on cambre un petit peu, qu'on envoie le coccyx vers l'arrière, le creux lombaire se creuse et ça redresse le dos. C'est plus facile. Après, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je monte le ventre, mais c'est dans le bas du dos. Voilà. Une poussée qui s'exerce, et il faut essayer de la garder. Je vous montre, alors il y a 3 possibilités de pratiquer. Et après, je vous dirai la façon dont je prends personnellement Gomukasana. Peut-être que je commets une erreur technique. Alors, pas une erreur technique qui va vous faire mal, au contraire. Hein. Ça va aller dans le sens d'une chose plus facile. Une erreur technique par rapport à la tradition. Donc, je le souligne pour pas que la pratique, la technique se dévoie. Il faut que la technique reste authentique, ce qui n'empêche pas de l'interpréter. Mais quand on l'interprète, ça va être mon cas là, il faut le spécifier. Dire voilà, ça c'est pas la réalité traditionnelle, ça c'est une façon que j'ai moi de pratiquer et qui me semble pertinente. Voilà, c'est pour ça que je préfère cette façon-là que la façon traditionnelle. Hein. Puis peut-être qu'il y a plein de façons de prendre Gomukasana, mais ça je suis pas au courant. Alors, je vous montre de dos. Il va s'agir de mettre la main gauche à plat et la main droite par-dessus. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est, si les mains ne peuvent pas se toucher, on fait un lien, alors avec la chaussette, parce que c'est souvent ce qu'on a sous la main. Pourquoi on fait ce lien-là? Pas pour tirer sur la main du dessus, mais pour aligner les deux mains. On pourrait prendre aussi bien un bâton. Pour pas qu'il y ait une main, vous voyez la main droite, là, qui parte sur le côté. Bon. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, je range la chaussette. La deuxième possibilité, c'est de crocheter tous les doigts des mains. La troisième possibilité, c'est de faire une boucle. Alors là, ça devient un peu plus sérieux. Ça tire un peu plus sur les épaules. C'est en fait 3 niveaux de pratique par rapport à vis-à-vis de la souplesse qu'on peut avoir dans les épaules. Ça va être surtout l'épaule gauche là qui va travailler. Donc soit la chaussette, une main l'une au-dessus de l'autre, soit les doigts, tac, je ne sais pas comment on voit, qui vont s'attraper, soit je crochette comme ça, c'est-à-dire index, majeur, pouce. Voilà.
Là, ça devient un peu plus ardent. Je vous montre une dernière chose, je vais vous parler d'une technique un peu différente. C'est que, vous voyez mon coude de droit, celui qui bouge là, je l'ai sorti sur le côté. Je l'ai sorti sur le côté pour libérer l'épaule droite, il n'y a que l'épaule gauche qui travaille. J'ai appris la pratique en collant le bras droit à l'arrière du crâne. Alors, je vous montre, c'est vrai que quand on colle le bras à l'arrière du crâne, ça étire toute cette partie. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. En revanche, les mains sont un peu décalées dans le dos et elles n'appuient plus sur l'axe vertébral. Si vous sortez le coude un peu sur le côté, vous allez libérer l'épaule droite. Il n'y aura plus cet étirement-là qui est intéressant, je le répète, hein. Mais l'épaule droite, l'articulation est complètement libre et surtout, les deux mains appuient au niveau d'Anahata Chakra sur le cœur. Ça redresse. Et c'est ça qui m'intéresse, en plus de libérer l'épaule. C'est en ça que je trouve que c'est pertinent. Voilà. Est-ce que je retrouve une tradition? J'en sais rien. Ou est-ce que je la dévoie? J'espère que non. On y va ensemble si vous voulez bien. Le dos de la main gauche dans le dos. Je vais me rapprocher un petit peu parce que le feu à l'arrière chauffe mon dos. Tac. Et puis la main droite par-dessus. Avec chaussette, en cramponnant les doigts ou en faisant une boucle. Quand j'ai installé la posture à l'arrière, je dégage le coude si j'en ai envie, si je considère que ça fonctionne. Je vais sentir l'appui donc des mains au niveau de la colonne vertébrale. Inspire, le buste se redresse et expire, j'essaye de creuser entre les omoplates. De faire que l'omoplate droite se rapproche du centre. Le ventre est tonique, les abdominaux un peu contractés. Ce qui fait que, en même temps que j'appuie sur la colonne vertébrale à l'arrière, le diaphragme fait un effort pour descendre. Je sens bien mon diaphragme. On est vraiment dans l'espace du cœur. Et on relâche. Un instant. J'ai pour habitude de dire que c'est le meilleur moment de la posture, quand on relâche. Prenez conscience de la liberté acquise par les épaules à ce moment-là. Si vous ressentez l'énergie, vous allez sentir que toute l'énergie se répand dans les épaules. Alors c'est assez bref hein, comme sensation, mais on peut la retrouver ensuite quand on se détend le soir, quand on va se coucher ou des choses comme ça. Tac, ça pétille dans le corps. Plus ça va, plus j'imagine l'énergie vraiment comme quelque chose de féminin, comme quelque chose d'enfantin, c'est-à-dire pas qu'à voir avec le mental des adultes, quelque chose qui est spontané, qui peut avoir un éclat de rire, qui sait où aller sans réfléchir. Voilà, je pense beaucoup à la spontanéité. Et puis qu'on enferme dans de la culture, dans des usages, dans un rapport à la société et aux autres. Et donc du coup, notre mission, si on l'accepte, ce serait de permettre à cette énergie très pure, quoi, de pouvoir s'exprimer librement. Et quand on est observateur de ça, on devient bienveillant vis-à-vis de soi-même, en fait. Et l'énergie, elle est du coup distincte de soi-même. L'énergie, c'est pas soi. L'énergie, c'est une force de vie qu'il y a en soi et qui sait quoi faire, qui sait où aller. Ça, c'est vraiment extraordinaire à voir. Ça donne de la joie, ça donne du bonheur. On part de l'autre côté, le dos de la main droite entre les omoplates, la main gauche par-dessus, et je vois ce que je peux faire, la chaussette, attraper les doigts, ou faire la boucle. Quand j'ai installé la posture, j'essaye de sortir mon coude gauche, et je vois l'appui des mains, du dos de la main droite sur la colonne vertébrale au niveau du lieu du cœur. Prends conscience du diaphragme, si bien sûr mon épaule droite ne prend pas toute la place par rapport à ce qu'elle évoque. Peut-être ça tire très fort et on voit que ça.
le dos des mains revienne sur les cuisses. Alors bien sûr, il y aura la sensation dans les épaules, les deux épaules. Et peut-être qu'on commencera à vivre cet espace-là. Cet espace-là, ça s'appelle Akasha, donc l'espace du cœur. Et ça se vit vraiment comme un espace. Puis, si vous souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller et soupirer. Attraper un coussin si on n'est pas encore dessus et s'asseoir dessus. Pour la première pratique, qui concerne cet espace du cœur. Alors, en Siddhasana ou Siddha-Yoni-Asana, en posture du lotus, Padmasana si vous avez des facilités, sur un tabouret, le dos contre le mur si nécessaire, il faut qu'il soit droit, ou assis sur un coussin puis les jambes écartées pour faire le trépied qui permet au dos de se redresser. Les mains sur les genoux, les cuisses, alors là tout est possible, paume contre les genoux, dos des mains, index contre pouce ou pas, dans les deux sens, la main droite dans le giron avec la main gauche, les deux pouces l'un contre l'autre, là ça fait partir les épaules en arrière, en anse de panier aussi, c'est pas mal pour ouvrir les clavicules avec les... Voilà. Et puis si on voit sur les photos, le grand yogi Iyengar, lui il est comme ça. Il a un petit côté rigide, très très souple bien entendu, mais il a un côté mentalement rigide je trouve, et ça se voit dans ses postures d'assise, il est comme ça, tac, tout est hyper calé, pile poil. En tout cas dans les photos de jeunesse, je crois qu'après il est devenu un peu moins rigide sur la fin de sa vie. Il s'est ouvert comme un beau lotus. Donc voilà la pratique. Alors, vous vous souvenez peut-être, j'ai évoqué les granthis, les nœuds qui empêchent l'énergie de monter dans le canal Shushuma. Alors il y a la porte d'entrée, c'est au niveau de Muladhara Chakra, premier granthi. Un deuxième au niveau du lieu du cœur. Et un troisième au niveau d'Ajna Chakra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je connais la technique pour libérer celui-là. Celui-là et celui-là, je ne connais pas la technique. Mais celui-là, je la connais et ça s'appelle Bastrika. Bastrika, c'est le souffle de forge. Alors, il faudra se moucher un petit peu parce qu'on va souffler très très fort par les narines. Il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de projection. Est-ce que j'ai un mouchoir? J'ai pas prévu de mouchoir. Ça devrait aller à peu près. Ça va aller. Ah si, j'ai des mouchoirs. Très bien. Et je vais vous montrer, expliquer la technique. Alors, il faut expulser l'air très fort par les narines. On va produire un bruit, mais pas un bruit dans la gorge, un bruit dans les narines. Ça va faire... Dans ma pratique, quand je pratique Bastrika, ça fait... Voilà, j'y suis. Il y a un petit mouvement qui se produit à partir du lieu du cœur. Quand j'expire, quand j'inspire. Quand j'expire, j'appuie un peu sur le centre du cœur, ici, et en même temps j'appuie à l'arrière sur la colonne vertébrale. C'est ça que je recherche. Je crois que Bastrika se prend de cette manière-là. Quand je dis je crois, ça veut dire il me semble que c'est pertinent de pratiquer dans ce sens-là, pour libérer ce fameux nœud qui s'appelle Vishnu Granthi. Voilà. Donc on va pratiquer ça, et une fois qu'on aura fait une petite série, il ne faut pas aller trop loin avec les Bastrika, c'est pas plus que 50, mais là on va faire des séries entre 10 et 20. On va inspirer, serrer le périnée, creuser le ventre, laisser tomber le menton sur la poitrine, les 3 bandas, Triya Bandha, et puis on restera poumon plein, comme ça un petit bout de temps. Quand on aura besoin de respirer,
On va relâcher au niveau du périnée, relâcher au niveau du ventre, relâcher au niveau de la gorge, inspirer un petit peu et expirer sur 5 à 10 secondes. On y va ensemble si vous voulez bien. Alors, inspire ici et on commence. J'inspire, je serre le périnée, le ventre, le menton sur la poitrine. Et je respire normalement. Je rappelle, je l'ai dit dans les autres vidéos, mais si vous avez des problèmes cardiaques, ne produisez pas de rétention poumon plein. On y va une deuxième fois si vous voulez bien. Inspire, périnée, ventre, menton. Bien entendu, on peut, si on n'est pas essoufflé, il ne faut pas pratiquer en étant essoufflé. C'est pour ça qu'on compte pendant l'expiration, 1, 2, 3, 4, 5, tout va bien, 6, 7, 8, c'est super, 9, 10, impeccable. Si on compte 1, 2, 3, il faut qu'on réinspire, c'est qu'on a eu une rétention poumon plein trop longue pour soi aujourd'hui. Si donc tout va bien au niveau du souffle, on peut se mettre à l'écoute d'Anahata Chakra. Et le vivre peut-être comme un espace. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet espace-là? C'est que Akasha, c'est aussi donc le cosmos, je l'ai exprimé. Si je vis cet espace dans mon microcosme, c'est-à-dire dans mon petit moi, eh bien ça va déborder, je vais pouvoir le vivre dans le grand, alors le grand moi, le grand soi, en fait. C'est que le cosmos, c'est autant moi que ce corps-là, c'est autant moi. C'est la même chose, en fait. Il y a plein d'interactions, nous venons des étoiles, comme a dit un célèbre scientifique. Et en fait, c'est vrai. Donc, du point de vue scientifique, c'est tout aussi vrai que du point de vue de la pratique très subjective énergétique. Et du coup, on renoue avec ça. On renoue avec cette intuition profonde qu'on dépend de quelque chose, ou qu'on appartient à quelque chose, ou qu'on est, EST, être, quelque chose de beaucoup plus large. Et vous prenez conscience à ce moment-là à quel point c'est intéressant, c'est passionnant de le vivre, ce Anahata Chakra. Une dernière fois, si vous voulez bien.
Alors on va pouvoir s'étirer. Peut-être que vous vivez l'exercice avec bonheur, je l'espère. Si c'est un peu fastidieux pour vous, ne vous inquiétez pas. C'est que cet exercice-là, Bastrika, qui est un pranayama, n'est pas pour vous aujourd'hui, peut-être pas tout de suite. Il faut encore pétrir la patte du corps dans les postures pour pouvoir accéder à une liberté qui nous permette de pratiquer les pranayamas, hein, les exercices du souffle. Alors, on va passer debout un petit peu si vous voulez bien, pour essayer de continuer d'ouvrir cet espace du cœur. On va se retrouver les pieds écartés de la largeur des hanches. Donc on va des choses très simples qu'on n'arrête pas de voir dans nos séances spécifiques sur l'énergétique, donc dédiées à l'énergétique, dédiées au chakra, ce qui fait que on répète des postures qui sont des postures de base, mais qui libèrent le corps, hein, les postures dont on se sert pour les débuts de séance régulièrement. Voilà. Après, on va toucher, on va aller voir d'autres postures plus j'ai l'image, mais j'ai pas le verbe, j'ai pas le son. Donc je vois la posture, mais je peux pas l'exprimer. On va dire une plus grande liberté dans des postures qui nous permettent de nous sentir libres. Voilà. Alors, les pieds écartés à la largeur des hanches, sur une même ligne, on va pratiquer ensemble. La main droite devant le bas-ventre, il ne faudra pas que la main soit en contact. Il y a à peu près 10 cm entre le bas-ventre et le tranchant de la main. On va amener le poids sur les talons. Vous vous souvenez de ça, c'est pour basculer le bassin. Sinon, je manque de perdre l'équilibre vers l'arrière. Quand je décambre, les orteils reviennent au sol. Puis je monte le bras gauche sur le côté. Si le corps est suffisamment libéré, après la posture à tête de vache, on sent que ça a un espace en fait. On sent des espaces dans le corps. C'est plus des organes, ce sont des espaces. C'est peut-être ça d'ailleurs le passage du ressenti du corps physique au corps énergétique. Le corps énergétique peut s'appuyer sur le corps physique, je ressens mon épaule grâce à l'énergie, mais il peut aussi conquérir tout l'espace. Il peut aussi nous faire vivre le corps comme un lieu où il y a des espaces. Des espaces à habiter. Inspire, je regarde mon bras gauche. Expire, je tourne la roue imaginaire dans mes mains et je pars sur la droite. Le poids, est-ce qu'il est bien encore sur les talons? Est-ce que je suis bien décambré dans l'inspiration? Et puis dans l'expiration, deuxième, tac, je vais un peu plus loin. Tire bien tout le flanc. Inspire, expire encore un peu plus. Autant de poids dans les deux pieds si c'est possible. Inspire. Je ramène mon bras gauche le long du corps. Les deux pieds écartés de la largeur des hanches. Et là, je fais expérience. Alors quand je commence à oublier les mots, à plus trouver les mots, c'est que j'entre dans une autre dimension, plus méditative on va dire, où les symboles ont moins d'importance. Les mots comme symboles ou les images comme symboles, c'est-à-dire comme représentation du monde. Je suis plus en prise directe avec ce qui se passe, au-delà de toutes les représentations. Donc quand vous me voyez hésiter sur les mots, c'est que j'en suis là et c'est intéressant. Alors je vous dis ça parce que peut-être que ça peut vous arriver, y compris en dehors des séances de yoga. Ne le prenez pas comme un début d'Alzheimer ou une déficience. Prenez-le peut-être au contraire comme un grand état de détente et une posture au sens posture mentale, méditative. Donc valorisez ça plutôt que de le dénigrer. C'est aussi un changement de postulat par rapport à nos habitudes culturelles. Main gauche devant le bas-ventre, le poids sur les talons, tac, je décambre et le dos se redresse tout seul, ou je serre les fesses, hein, ça revient au même. Mais je préfère faire ça. Le poids sur les talons, je décambre et les fesses se serrent. Ça me paraît plus logique. Puis le bras droit sur le côté. Le souffle qui s'installe dans le flanc à gauche. Inspire, je regarde mon bras droit. Expire, je bascule à gauche. Sur les talons. Expire, tac, j'étire un peu plus. Tout le flanc.
Vérifiez toujours le poids un peu sur les talons pour rester décambré dans l'inspire. Expire, tac, ça s'étire bien. Maintenant, autant de poids dans les deux pieds. Et je vis la posture ici. Inspire. Et mon bras droit qui revient le long du corps dans l'expiration. Alors là, les épaules, elles vont partir en arrière. La posture de la demi-lune est connue pour ça. Ça libère la cage thoracique, le souffle, donc ça libère aussi, tac, le lieu du cœur. Alors, entre le périnée, donc Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, Manipur chakra, on était bien dans la matière. À partir d'Anahata chakra, on entre dans quelque chose de pas ancré dans la matière, mais on peut s'ancrer dans Anahata chakra. Attention, c'est pas quelque chose d'évanescent. Mais pourtant, ça produit quelque chose de moins matériel. Ce qui fait qu'on peut échapper à plein de contraintes qui sont le produit de la matière. J'évoquais les mots. Bien voilà, une libération qui peut se faire. Ça n'empêche pas ensuite de renouer avec les termes, et d'ailleurs de manière plus précise encore après, de manière plus fondée. On pourrait dire qu'on a un ancrage dans la matière, on pourrait dire qu'on a un ancrage dans la spiritualité. Et au-delà de la spiritualité, pour ne pas distinguer ou confronter matière et spiritualité, un ancrage dans l'être. Voilà. Un ancrage dans l'être, alors je monte le dantian, le hara, chez les japonais, un ancrage dans l'être physique, et puis un ancrage dans l'être spirituel en fait. Si vous voulez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, on l'a déjà pratiquée, c'est la posture de la cigogne. Elle m'intéresse ici dans cette pratique-là. Alors on va étirer la cuisse bien entendu, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'ouverture des pectoraux. Voilà. On va ouvrir un pectoral et puis ouvrir le second pectoral. Et donc du coup, on va ouvrir au niveau du lieu du cœur. Je vous montre la pratique, elle est assez simple, ce qui ne veut pas dire facile. Le pied gauche un petit peu ouvert, un tout petit peu en canard pour prendre un point d'appui solide. Je regarde un point devant moi, je ne bougerai plus les yeux, ça va me permettre de garder l'équilibre, et j'attrape mon coup de pied dans la main droite. La posture pourrait s'arrêter ici. Si je mets la main gauche par-dessus la main droite, le talon vient en contact avec la fesse, et en troisième étape, je vais essayer de coller mon genou droit contre le genou gauche. Ça tire très fort sur la cuisse, et c'est le moment où la poitrine s'ouvre, et notamment à droite, avec l'omoplate à l'arrière. En fait, les deux omoplates se rejoignent. Je dis une bêtise, je confonds avec Gomu Kazana. Les deux omoplates se rejoignent. C'est une ouverture comme ça, et je pense que c'est égalisé. On y va ensemble si vous voulez bien. Le pied gauche un peu ouvert, j'emmène mon poids sur le pied gauche, je fixe un point devant moi et j'attrape mon coup de pied droit. N'hésitez pas à prendre appui, par exemple avec l'épaule droite ou l'épaule gauche, peu importe, contre un mur. L'épaule droite c'est pas mal puisqu'on n'a pas d'appui au niveau du pied droit. La main gauche vient par-dessus la main droite, le talon vient contre la poitrine, les épaules contre les fesses, les épaules partent en arrière. Puis mon genou droit contre le genou gauche, ça c'est pour qu'ils soient à la même hauteur. Les épaules partent en arrière, je les laisse faire avec les omoplates qui se rapprochent. Et on repose. Alors on sent, oui ça part un peu plus à droite quand même, hein. On sent l'ouverture, et puis on se rappelle quelque chose. Le petit conte que je vous ai raconté, lu au départ de la séance, où monsieur se finit par se faire manger par le tigre, eh bien on peut l'expérimenter dans la posture.
Je viens de le faire. J'étais centré et la pensée se met en route. Et la pensée, elle dit ah, aujourd'hui c'est un peu moins facile les équilibres. Et puis, bien sûr, elle enchaîne dans sa logique. Ah, bah là, il y a un espace vide à droite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le corps part à droite. Il va s'engouffrer dans cet espace-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est avoir une maîtrise du mental. C'est avec les yeux, d'ailleurs, c'est intéressant. Je regarde le point qui est en face de moi et je ne regarde que cette direction. Donc, j'envoie une autre information au mental. Et le corps se redresse, ou se réaligne plutôt. C'est très subtil comme affaire, mais ça va nous obliger à ne pas croire en notre pensée. Je vous fais le truc où je crois à ma pensée. Il n'y a pas de point d'appui sur la droite, je suis filmé, les élèves me voient, il ne faut pas que je tombe. En effet, il y a un vide à droite et le corps s'engouffre. Voilà ce qui aurait été possible. Et ça, c'est passionnant. Il n'y a pas d'échec d'ailleurs si j'étais tombé. Il n'y a pas d'échec. Il y a une expérience. Et la difficulté, c'est de comprendre l'expérience sans se juger. On a fait la boucle. Et maintenant, on part de l'autre côté, si vous voulez bien. Alors, le pied droit en appui. Je plie la jambe gauche, la main gauche sur le coup de pied, la main droite, je vais un peu plus vite. Hein. Le genou gauche, vous allez là où vous pouvez, vous laissez partir les épaules en arrière si vous êtes là. Vous regardez devant vous. Et je relâche. Tac, les deux pieds écartés de la largeur des hanches, les mains ouvertes. Alors, si les épaules se positionnent bien, c'est-à-dire en arrière, c'est tout le corps qui se repositionne bien. C'est en ça que, pour moi, le cœur est aussi un lieu d'ancrage physique. J'ai dit le contraire, je sais tout à l'heure, mais il n'y a plus beaucoup de différence à partir d'un moment entre l'ancrage physique et l'ancrage spirituel. Donc les épaules partent en arrière, tac, il y a toute la colonne vertébrale qui change de positionnement. Je pars sur mes talons, là je suis obligé de repositionner comme tout à l'heure, on l'a fait du bas tout à l'heure, maintenant on le fait à partir du haut. Repositionner mon bassin et les orteils reviennent bien au sol. Donc corporellement, pour être précis, on peut le faire à partir du bas, on peut le faire à partir du haut. Mais quand on le fait à partir du haut, on part en fait d'une idée d'accord avec le monde, d'égalisation avec le monde. Le monde n'est pas autre chose que moi. J'ai confiance, on peut le dire comme ça, j'ai confiance. J'ouvre les bras naturellement, tac, les épaules se positionnent, j'ai confiance, j'accueille. Et à partir de ce centrage, et c'est en ça que je parle de centrage spirituel, il y a un centrage corporel qui se fait à la suite. On peut le faire dans les deux sens. De la terre vers le ciel ou du ciel vers la terre. Il y a la tradition chrétienne, je crois qu'elle parle beaucoup de ça, et puis la tradition aussi chinoise, avec le Tao, qui parle beaucoup aussi de ciel et de terre et d'être humain entre les deux. Donc vous voyez, il y a plusieurs traditions et approches spirituelles différentes entre le Tao et la chrétienté. Il y a beaucoup de différences culturelles. Et pourtant, on retrouve des choses synonymes. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va terminer par une posture qu'on connaît aussi, c'est cette posture-là. Alors je vous la montre de deux manières. La dernière fois, on l'avait pratiquée comme ça. Inspire, expire, je plie les genoux, ça c'est très important. Le coude gauche contre le genou droit si tout va bien, ou sinon contre le genou gauche si c'est plus compliqué. Deuxième manière de le prendre, pied serré, alors là ça va être un vrai équilibre, et puis un vrai retournement. Alors, je vous montre, les mains au niveau du lieu du cœur, j'inspire toujours ici, expire, je plie toujours les genoux, mon coude là va venir contre mon genou droit, et je suis dans la posture. J'inspire ici, alors quand j'inspire, c'est dans ce dos-là, à gauche, que ça inspire. C'est-à-dire que le dos à gauche s'étire, se grandit. Et sur l'expire, j'appuie avec la main droite. Et mon buste tourne autour de mes mains.
les mains sur les genoux, menton sur la poitrine. Voilà. Alors je vous assure que c'est un équilibre, et là il faut vraiment être sans pensée. L'histoire du monsieur sous son arbre avec les tigres, ou l'équilibre qu'on vient de vivre, alors là c'est encore pire. Il faut avoir vraiment aucune pensée. Si vous voyez arriver une pensée, tac, revenez dans votre centre. Vous repoussez la pensée, revenez dans votre centre. Donc soit les pieds écartés, soit les pieds serrés, à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous avez envie de faire. Les mains au niveau du dos du cœur, en namasté. J'inspire ici, expire. Je plie les genoux, le coude gauche contre le genou droit. Les mains à hauteur des épaules, à peu près en règle générale. J'inspire ici, ça grandit le dos. Expire, j'appuie avec la main droite. Je regarde par-dessus mon épaule droite. Et je reviens, les mains sur les genoux, menton sur la poitrine. Tac. Un petit instant. Alors, est-ce que vous le sentez, l'organe cœur? L'organe cœur qui est situé, on sait, à gauche, mais c'est pas tout à fait vrai. Il est à gauche, mais il y a une pointe qui vient au niveau du lieu du cœur, ici, au milieu poitrine. Donc, tout à l'heure, on va l'expérimenter un peu plus bas. On va l'expérimenter entre ce creux de la poitrine et puis le diaphragme. Ce sera le diaphragme. Le mouvement du diaphragme qui va délimiter l'espace. Mais sentir son cœur battre, son cœur organe battre dans le corps, c'est vraiment un sentiment de vie, de joie. De l'autre côté, vous voulez bien, pieds donc soit serrés, soit un peu écartés, si vous préférez. Les mains au niveau du lieu du cœur, j'inspire ici. Expire, je plie les genoux. Mon coude droit contre le genou gauche. Vous voyez, mes mains sont à hauteur d'épaule. Elles ne vont pas bouger, c'est le buste qui va bouger. J'inspire, le dos se grandit. Expire, j'appuie avec la main gauche. Je tourne mon visage par-dessus, mon regard par-dessus l'épaule gauche. Et je relâche. Pieds écartés, la largeur des hanches. Et à mon avis, l'espace du cœur, là, doit être plutôt bien ouvert. Alors, quand l'espace du cœur s'ouvre, je vous assure que c'est de l'amour qui vient. Mais pas de l'amour amoureux, de l'amour universel en fait. J'ai eu un imaginaire ce matin. Et ce que j'ai imaginé, donc je vous le livre, imaginons que chacun d'entre nous, soyons des petites pompes, vous savez, comme les pompes à eau dans les villages dans le temps. On est des petites pompes à eau et on va puiser soit dans la terre, soit autour de soi, soit dans le ciel, ou au sein de son cœur, tout l'amour qu'on peut avoir. Et cet amour, on va le donner dans le monde. Ce serait pas mal. Je vous propose qu'on soit des petites pompes à amour comme ça, tac. Quand je pompe, un peu d'amour vers l'extérieur. Même pour les gens que je connais pas, ou ceux que j'aime moins. Envoyer de l'amour, ce serait super. Alors pas une représentation de l'amour, hein. Pas un truc, oui, il faut être gentil avec les gens, tout ça. Non, non, simplement de l'amour. J'envoie de l'amour, de bonnes intentions. Ça se passe au mieux pour l'autre. Quel qu'il soit. Et pour moi aussi, bien entendu, hein. Je pense à moi. Par exemple, mon épaule, j'ai mal à mon épaule, ah, j'envoie de l'amour dedans. Pas, ah, c'est plutôt, j'envoie de l'amour. On va pouvoir s'étirer et on va se retrouver au sol, en assise, pour la dernière pratique. Alors, on reprend Siddha Asana, Siddha Yoni Asana, ou l'assise qui nous convient.
N'hésitez pas à être un peu rebelle, hein. Toujours, bien sûr, structuré, hein, c'est important pour ne pas se faire mal, pour que la pratique soit efficace. Mais on a le droit de s'écouter, c'est en ça que je dis rebelle, hein, c'est une façon de dire. Alors, la pratique, elle s'appelle euh, respiration du cœur. C'est une vraie pratique yogique et elle est en 5 points. On va aller le voir tous ensemble, c'est une évolution lente. Et donc, on commence tout de suite. On respire bien sûr par le nez, si vous êtes bien calé dans votre assise. Je vous demande de prendre simplement conscience de l'air qui rentre dans la gorge à l'inspiration. Ne vous préoccupez pas de l'expiration. Vous inspirez, vous sentez l'air dans la gorge, et ça expire. Vous inspirez, vous sentez l'air qui est dans la gorge, et ça expire. Tout seul, sans que vous ne vous en préoccupiez. Vous inspirez, j'insiste, l'air qui rentre dans la gorge, et ça expire. Vous inspirez dans la gorge, et ça expire. Alors maintenant, vous allez vous intéresser au diaphragme, hein. Il faut avoir fait la première séance, la pyjama 1 sur le diaphragme. Diaphragme qui est par là, et quand j'inspire, tac, il descend. Plutôt je descends, le diaphragme descend et ça inspire. Et donc essayez de sentir le point le plus haut et le point le plus bas. Ça va pousser sur le nombril. Ça va créer une pression sur le nombril. Alors, si vous serrez un tout petit peu le ventre, ou si vous le laissez se serrer, si les muscles abdominaux sont suffisamment toniques et naturellement toniques, ils vont réagir. Sinon, contractez un tout petit peu le ventre et vous allez voir, ça pousse sur le nombril vers le bas, mais ça pousse aussi dans le dos. Vous vous souvenez, l'origine du chakra, elle est dans la colonne vertébrale la plupart du temps. Ou au niveau du centre du cerveau, ou au niveau du périnée ou de l'utérus, ou au-dessus de la tête. Mais les 4 autres sont situés dans la colonne vertébrale. Et le point à la surface, c'est le point projection. Donc je sens le diaphragme au plus bas, je sens le diaphragme au plus haut. Quand il descend, ça crée une pression sur mon nombril et dans le dos. Et la pression qui est exercée dans le dos, c'est le chakra. On ne se préoccupe pas des expirations pour l'instant. Juste du mouvement au plus bas, au plus haut, puis la pression avec l'inspiration. C'est que je suis un peu allé vite. J'ai mélangé la deuxième étape et la troisième, mais c'est pas grave. Donc concentrez-vous plus particulièrement sur le plus bas, le plus haut. Maintenant. Et l'espace délimité par ces deux hauteurs. Alors, on se rend compte des délimitations, le plus bas du diaphragme, le plus haut du diaphragme. Maintenant, on ne va se consacrer qu'à l'espace. Vous êtes dans une pièce, il y a des murs, c'est les limites, et puis on peut regarder que l'espace. Alors, bien sûr que c'est difficile de voir l'espace puisqu'il y a du vide, mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Voyez un peu moins les limites constituées par le diaphragme, voyez l'espace rempli par le souffle, on peut le dire comme ça.
L'espace rempli par le souffle, c'est vers le bas, vers le haut, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. C'est un espace complet. Pour l'instant, l'espace, on le vit avec le souffle. Prenez-en conscience. Puis peut-être, si c'est possible pour vous, prenez conscience de l'espace sans le souffle. Alors bien sûr, vous continuez de respirer, le souffle continue de produire des dilatations et des rétractions à ce niveau-là, mais percevez simplement l'espace, au-delà du souffle. Juste l'espace, akasha. Soyez à l'intérieur de l'espace, pas collé contre les parois, contre les limites. Et puis on va revenir à l'écoute de la respiration dans la gorge, le passage du flux de l'air dans la gorge, notamment l'inspire. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, plein d'amour dans votre cœur, plein d'amour à renvoyer dans le monde. Portez-vous bien et à très bientôt.